Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Le coup de théâtre au G20, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne accusent aujourd'hui l'Iran d'avoir dissimulé la construction d'une nouvelle usine secrète d'enrichissement d'uranium. Menaces de sanctions et nouveaux bras de fer à venir que nous tenterons de décrypter dans un instant. Un pilote est toujours porté disparu après la collision hier de 2 avions Rafale de l'armée française au-dessus de la Méditerranée. Le ministre de la Défense Hervé Morin évoque un accident de vol. Une enquête a été ouverte. Nous dépensons 3 fois plus qu'il y a 50 ans. C'est le résultat d'une étude qui nous révèle le nouveau visage du consommateur français. Logement, santé, alimentation. Nous verrons quels sont les postes désormais privilégiés dans notre budget. Une série de règlements de compte à Marseille en une semaine. C'est le 3e assassinat par balle dans la région. La piste du contrôle du trafic des stupéfiants est privilégiée. Le tirage des 8e de finale de la Coupe de la Ligue de football. Saint-Etienne recevra Marseille, Guingamp le Paris Saint-Germain et Bordeaux se déplacera au Mans. Et puis enfin notre enquête sur les accros du sport. Chaque week-end, ils courent, marchent, font du vélo à haute dose. Comment le sport peut-il devenir une drogue? Réponse à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. On attendait donc les résultats, les décisions économiques du G20. Et c'est pour le moment une déclaration de politique internationale qui retient toute l'attention. En milieu de journée à Pittsburgh, Barack Obama, Nicolas Sarkozy et Gordon Brown se sont présentés devant les caméras. Les leaders américains, français et britanniques qui ont fait 3 déclarations courtes mais assez claires à l'adresse de l'Iran. On les écoute. La République islamique d'Iran a construit une usine d'enrichissement d'uranium près de la ville de Qom depuis plusieurs années. La taille et la configuration de cette usine ne correspondent pas à un programme pacifique. L'Iran viole les règles que tous les pays doivent suivre. Tout, absolument tout, doit être mis maintenant sur la table. Ne laissons pas les dirigeants iraniens gagner du temps pendant que les centrifugeuses tournent. Et si d'ici au mois de décembre, il n'y a pas un changement profond de politique de la part des dirigeants iraniens, des sanctions devront être prises. Il en va de la paix et de la stabilité. Alors que faut-il retenir de ces déclarations, de ces menaces de sanctions? On va tenter de comprendre tout cela avant d'aller sur place à Pittsburgh et à Washington, retrouver nos envoyés spéciaux. Retour donc sur cette affaire, ces enjeux. Ce soir, le président Ahmadinejad dément tout secret sur le programme nucléaire iranien. Et pourtant, les Occidentaux semblent une nouvelle fois douter et apparemment preuve à l'appui. Renaud Bernard et Philippe Turpot. C'est une nouvelle dissimulation de l'Iran, accuse l'Occident. Elle vient s'ajouter à une longue liste. Depuis 7 ans, les sites nucléaires iraniens sont découverts les uns après les autres par les inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mines d'uranium, réacteurs, usines d'enrichissement, déjà une douzaine d'installations. Pour les experts, elles sont susceptibles de servir un programme militaire. Le nouveau site est situé ici, à 170 km au sud de Téhéran. La ville sainte de Qom, c'est une usine d'enrichissement, une unité de centrifugeuse destinée à produire de l'uranium enrichi. Selon Téhéran, c'est un site à vocation purement civile. Le combustible doit servir à produire de l'électricité, mais pour l'Occident, c'est un mensonge. Cette installation est sur une base militaire, donc ne pouvait avoir aucune utilisation civile crédible. Alors l'Iran est-il en mesure de fabriquer la bombe atomique? Selon le dernier rapport de l'AIEA, Téhéran disposerait de 366 tonnes d'uranium brut, de 8000 centrifugeuses et de 1400 kg d'uranium enrichi. C'est assez pour fabriquer la première bombe atomique iranienne, affirment les experts, même si cette semaine encore, Mahmoud Ahmadinejad nous a affirmé le contraire. C'est prouvé. Le programme nucléaire iranien n'a aucun objectif militaire. Dernier indice qui inquiète, en mai dernier, l'Iran a testé un nouveau missile, un vecteur suffisamment puissant pour transporter une ogive nucléaire. Alors direction tout d'abord Washington. Bonsoir Alain Chalvron. Alain, on avait tous compris que Barack Obama, depuis le début de sa présidence, avait souhaité tendre la main au régime iranien. Mais cette fois, est-ce que l'on peut dire que le ton a directement changé?
Oui, c'est clair, il hausse le ton, mais je ne crois pas qu'il ait complètement abandonné tout espoir de voir les Iraniens saisir cette main tendue. En tout cas, au début de la semaine, il était naturellement déjà au courant de cette deuxième usine. Eh bien, il avait proposé lui-même de repousser l'ultimatum qu'il avait fixé aux Iraniens du 30 septembre à la fin de l'année. C'est que pour lui, c'est très important. C'est une promesse de campagne qui lui avait d'ailleurs valu d'être traité de naïf par Hillary Clinton. Et depuis son élection, il n'a cessé d'ouvrir la porte aux Iraniens, quitte, vous vous en souvenez, à ne pas condamner même les fraudes électorales en Iran au mois de juin. Alors aujourd'hui, c'est vrai, donc il hausse le temps et c'est surtout pour faire monter la pression auprès des Iraniens, une façon de leur dire, écoutez, il ne vous reste plus que quelques semaines, décidez-vous, sinon les sanctions seront très douloureuse. Merci Alain. Autre question maintenant côté français, cette fois direction Pittsburgh. Bonsoir Michael Darmon. Je le disais tout à l'heure, on attendait des décisions en matière économique. Et voici ces accusations. Alors que s'est-il passé ces dernières heures ? Alors vous savez, ici à Pittsburgh, dans les coulisses, c'est une véritable guerre diplomatique éclair qui s'est jouée contre l'Iran. Il fallait absolument que ces trois chefs d'État réussissent à devancer l'Iran qui s'apprêtait aussi à informer officiellement de l'existence de ce deuxième site nucléaire. Donc hier après le dîner, les trois chefs d'État se réunissent, se mettent au point donc, sur un texte qui sera travaillé toute la nuit. Encore ce matin, aux alentours de 7h, 7h30, Nicolas Sarkozy, ses conseillers, avec Barack Obama au téléphone, travaillaient sur cette déclaration qui a été donc prononcée avec les trois chefs d'État donc ce matin ici à Pittsburgh. Et voilà, on s'attendait donc à des décisions économiques, à un plafonnement des bonus, à des décisions donc sur la régulation financière. Pittsburgh, qui était donc le premier G20 officiellement gouvernement économique mondial. Et c'est la diplomatie qui s'est invitée, comme si au fond les chefs d'État voulaient d'abord s'attribuer un bonus diplomatique. Merci Michael. Et il faudra justement attendre les prochaines heures donc afin de connaître exactement le bilan économique de ce G20 concernant notamment ces fameux bonus qui devraient être désormais encadrés. On attend toujours le texte définitif de l'accord. En marge de ce sommet, en tout cas, une nouvelle fois, les altermondialistes étaient présents. Manifestations qui ont dégénéré. Près de 70 personnes ont été interpellées par la police américaine. Dans l'actualité de ce vendredi en France, les recherches se sont poursuivies aujourd'hui afin de retrouver l'un des pilotes des deux Rafales qui se sont abîmés en mer Méditerranée. Celui-ci est donc toujours ce soir porté disparu. Le ministre de la Défense, Hervé Morin, évoque a priori un accident, mais une enquête a été ouverte. Gérard Grisbeck et Mathias Second. Ce sont les toutes dernières images que nous avons reçues. Elles montrent l'arrivée du pilote du premier Rafale sur le porte-avions Charles de Gaulle. C'était hier en fin d'après-midi. Le capitaine Beaufils vient d'être repêché en mer. Il est sain et sauf, mais il est seul. On est toujours sans nouvelles de François Duflot, le pilote du deuxième Rafale. Pourtant, toute la nuit et toute la journée, les recherches se sont poursuivies par voie aérienne et maritime, centralisées ici sur le porte-avions Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle, oui. L'accident s'est produit à 30 km au large de Perpignan. À la fin de cet exercice, au moment où les deux Rafales se séparaient pour rejoindre le porte-avions, selon les premiers éléments d'information qui nous ont été donnés par le pilote que nous avons repêché, le capitaine de corvette Beaufils, il semblerait que ces deux avions se soient heurtés. Le premier pilote s'est éjecté alors que son avion tombait en vrille. Il a juste eu le temps d'apercevoir l'autre Rafale touché lui aussi. Il semble bien que c'est en changeant de cap que l'un des Rafales a heurté l'autre. Les deux pilotes sont très expérimentés, chacun d'eux a plusieurs milliers d'heures de vol à son actif. La perte de ces deux avions arrive au plus mauvais moment. Le Rafale, qui est un des fleurons de la défense française, a du mal à s'exporter. 24 heures après l'accident des deux Rafales, chacun ici se montre pessimiste sur les chances de retrouver vivant le deuxième pilote. Justice avec le réquisitoire aujourd'hui à Marseille dans l'affaire du petit Nelson. Cet enfant de 14 ans avait perdu la vie après avoir été fauché par une voiture de police qui roulait à 73 km/h au lieu de 50. Le procureur a réclamé aujourd'hui 1 an et 6 mois de prison avec sursis pour les co-accusés. Un réquisitoire qui a déjà provoqué la colère de la famille de la jeune victime, Fanny Stenler. L'amertume, la colère et les larmes. La mère et les sœurs de Nelson sont ressorties outrées de la salle d'audience. Outrées par la peine requise par le procureur contre les deux policiers qui ont fauché leur frère sur un passage piéton. 6 mois de sursis et 1 an de sursis pour avoir tué un enfant de 14 ans. C'est quoi cette justice? Où on est?
où on est. Voilà, il repart normal. Hein. Tout le monde lui fait des bisous, sa femme lui fait des bisous, tout le monde normal. Les deux policiers sont arrivés discrètement au tribunal. Le conducteur, âgé de 22 ans, qui était encore stagiaire à l'époque des faits, et son supérieur. Ce jour-là, les policiers roulent à 73 km/h au lieu des 50 autorisés, sans sirène. L'enquête a démontré que leur mission n'avait aucun caractère d'urgence. En plus, le feu est rouge selon plusieurs témoins, ce que contestent les policiers. Nelson, lui, traverse le passage piéton, son vélo à la main. Le choc le projette une vingtaine de mètres plus loin. Mais pour l'avocate des policiers, les responsabilités sont partagées. Parce qu'à ce moment-là, moi je vous retourne les questions. Est-ce qu'il faut laisser partir un garçon de 14 ans sans casque sur un vélo qui n'a pas de frein, traverser sur des passages alors qu'il n'a pas le droit de traverser? Allons chercher les responsabilités dans tous les sens, dans tous les coins à ce moment-là. Le procureur a également requis une interdiction de permis de conduire d'1 an. Le tribunal rendra sa décision le 23 octobre prochain. Doit-on parler de sortie de crise? Plusieurs producteurs de lait, en tout cas aujourd'hui, ont refusé de suivre le mot d'ordre des représentants de la filière au niveau européen. Ils ont à nouveau organisé des épandages, et notamment devant la préfecture de Chaumont, dans la Haute-Marne. Pourtant, hier, le ministre de l'Agriculture avait enregistré le mot d'ordre de suspension de la grève, et cela au terme de négociations que nos équipes ont pu suivre en coulisses. Reportage Alexandre Cara et David Dameda. C'est une course contre la montre. Pour sortir de la crise du lait, Bruno Le Maire fait le tour des capitales européennes. Aujourd'hui, il sera à Rome. Objectif prioritaire pour le ministre français de l'Agriculture, obtenir un sommet des 27 exceptionnel. Nous avons une réunion le 16 octobre, dans un peu moins de 15 jours, presque 3 semaines. Je ne peux pas attendre le 16 octobre. La réponse a été négative pour le moment. La Suède a fait une réponse plutôt fermée. La Suède, qui préside l'Union, bloque toujours. Et pourtant, depuis 2 semaines, dans toute l'Europe, les producteurs multiplient les actions spectaculaires pour protester contre la chute des cours. Une pression politique d'autant plus forte pour Bruno Le Maire que la France est le premier bénéficiaire de la politique agricole commune. À Rome, une bonne nouvelle attend le ministre. La Suède a cédé, il y aura bien un conseil anticipé. Ça fait depuis 3 jours qu'on se bat pour ça, c'est quand même une belle victoire, hein, honnêtement. Reste à convaincre le ministre italien de rejoindre le camp français. Un ministre confronté quotidiennement à ses propres agriculteurs. Après 1 heure de marchandage, l'Italie signe. Très bien. Désormais, la France possède la majorité qualifiée pour imposer une régulation du prix du lait. Il y a ceux qui sont pour la régulation en Europe et ceux qui sont contre la régulation. Réunion avec les industriels. Il faut maintenant préparer le texte qui sera soumis aux Européens. Là encore, il faut négocier point par point. Vous montez, vous pensez que vous avez atteint le col, et puis en fait, pas de chance, vous avez beau être épuisé, c'est toujours pas le col, il faut continuer à monter. Politique, c'est à peu près la même chose, on croit avoir atteint un résultat, mais en fait on n'y est toujours pas. Ultime rendez-vous de la journée avec les syndicats agricoles, toujours sceptiques face aux promesses du ministre. Nous, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en train de baisser les bras. Il va falloir un peu plus de cohérence dans les politiques et dans certaines politiques que vous voulez mettre en œuvre. Pourtant, ce soir-là, les syndicats ont décidé de suspendre provisoirement leur mouvement. Un répit de courte durée pour Bruno Le Maire. À Bruxelles, le 5 octobre, il n'aura pas le droit à l'erreur. Et rendez-vous donc le 5 octobre à Bruxelles, affaire à suivre. La politique toujours avec les journées parlementaires de l'UMP qui se tenaient donc sur la Côte d'Opale, au Touquet. Et on attendait aujourd'hui l'intervention de François Fillon après les désaccords au sein même du groupe sur la taxe carbone, les tests ADN ou encore sur la proposition de Jean-François Copé sur la fiscalisation des indemnités versées aux accidentés du travail. Et bien sur place, on retrouve Thierry Curté et Mourad Bouretima. La presse ce matin raconte les dégâts de la veille. La charge de Nicolas Sarkozy contre Dominique de Villepin, qui compte des supporters parmi les parlementaires, a éclaté tous les débats. Du coup, députés et sénateurs UMP ne veulent surtout pas en rajouter. L'image apaisée aujourd'hui. Non, c'est gentil, merci, là j'ai pas de... Je souhaite que véritablement cette querelle entre le président de la République actuelle et l'ancien Premier ministre de la France cesse. Nous n'avons rien à gagner. Les amis de Dominique de Villepin maintiennent leur soutien tout en prenant garde à ne pas diviser un peu plus. Beaucoup sont très gênés de cette situation. Et comme ils disent, on s'en passerait bien, ça va être préjudiciable à notre majorité. Mais surtout, beaucoup nous passent des messages à l'attention de Dominique de Villepin. Car toute cette affaire intervient dans un climat de mécontentement dans les rangs de la droite. Les parlementaires viennent de se faire imposer la taxe carbone, l'augmentation du forfait hospitalier, le nouvel impôt sur les indemnités accidents du travail. Tous ne sont pas d'accord. Alors François Fillon, ce matin à la tribune, a rappelé qu'ils étaient tous dans le même camp. Pour moi, il y a
il n'y a pas le gouvernement d'un côté et la majorité parlementaire de l'autre. Dans notre Ve République, il ne peut pas y avoir l'exécutif et le législatif qui tirent à hue et à dia. Je vais vous dire une chose, la France des baronnies, ça n'est pas la mienne. Reste à savoir s'il sera entendu. Plusieurs réformes difficiles s'annoncent au Parlement dans les prochains mois. À l'étranger, en bref, dans un message audio attribué à Oussama Ben Laden, le chef du réseau Al-Qaïda exige le retrait des troupes européennes d'Afghanistan. Un message de près de 5 minutes, sous-titré en anglais et en allemand. Le deuxième en seulement quelques jours. Ce message audio est toujours en cours d'authentification par les experts américains. Et puis on s'apprête à voter en Allemagne ce dimanche, élections législatives qui devront définir la future coalition gouvernementale. Sociodémocrates, libéraux et conservateurs de l'actuelle chancelière Angela Merkel s'opposent à l'occasion de ce scrutin. Et l'écart semble se resserrer dans les dernières enquêtes d'opinion entre la CDU et le SPD. Enfin, des inondations aujourd'hui en Sardaigne, après de fortes pluies qui ont touché, vous le voyez, le nord de l'île. Ce sont de véritables torrents de boue qui se sont engouffrés dans les maisons. Les dégâts enregistrés ne sont pour le moment que matériels. La belle histoire du jour maintenant qui nous vient d'Angleterre où un chômeur qui avait pris l'habitude d'effectuer des fouilles avec un détecteur de métaux vient de découvrir un trésor archéologique extraordinaire. À la clé, près de 1500 objets contenant plusieurs kilos d'or et d'argent datant du 7e siècle et une jolie somme pour celui que l'on appelle juridiquement un inventeur, Jacques Cardoz. Il faisait partie d'un club de détecteurs de métaux, bien inspiré Thierry Herbert. Un beau matin de juillet, il parcourt ce terrain détecteur à la main. Il ignore qu'il fut au 7e siècle un vrai champ de bataille et que les vainqueurs y ont laissé un vrai trésor de guerre. 1400 objets d'or et d'argent. Lorsque j'ai vu tous ces objets, j'ai voulu m'en débarrasser. C'était beaucoup trop pour mes épaules. Les pièces sont diverses. Des bouts d'armure, épées et fourreaux témoignent des combats. Les bagues et les verres de la vie de ce royaume de Mercie, époque mal connue, entre la fin de la période romaine et le Moyen-Âge. Les archéologues parlent d'une découverte équivalente à celle du tombeau de Toutankhamon. Ce sont tous des fragments que nous allons analyser pour reconstituer cette incroyable histoire. Depuis hier et l'annonce officielle de cette découverte, les pièces sont propriété du Royaume-Uni avant d'être cédées au musée le plus offrant. Quant au chômeur, il a été déclaré inventeur et va récolter une somme de plusieurs millions d'euros, valeur estimée du trésor, en cours d'expertise. Il est 20h16 à suivre dans un instant. Des questions autour d'une série de règlements de compte à Marseille. Nous en sommes à 3 assassinats par balle en une semaine. Une enquête sur 50 ans de consommation des Français, en hausse pour le logement et la santé, en baisse, vous le verrez, pour l'alimentation. Et puis êtes-vous addict au sport, course, marche, pratique du vélo? Nous verrons à partir de quand on peut vraiment parler d'addiction. Mais avant cela, le vaccin contre la grippe classique est arrivé en pharmacie aujourd'hui, soit 2 semaines plus tôt que l'an dernier. Une vaccination gratuite pour les plus de 65 ans. Un vaccin qui n'a, je vous le rappelle, rien à voir avec celui de la grippe A. José Blanc-Lapierre et Jean-Jacques Le Garec. Comme chaque année depuis 10 ans, Madame Azéma se fait vacciner contre la grippe saisonnière, histoire selon elle de passer l'hiver tranquille. Une fois ou deux, 39, et je n'ai jamais eu des grippes, des fièvres énormes comme je vois certaines personnes en avoir. Voilà. Son infirmière, qui a l'habitude, n'a jamais vu ça. Cette année, il semblerait que ce soit le rush sur le vaccin saisonnier. Comme il y a une autre grippe, si vous voulez, qui est arrivée, donc les gens paniquent un peu, ils sont complètement, comment dire, un peu surexcités sur cette grippe qui va arriver, donc ils préfèrent se vacciner. Dans cette pharmacie, même constat. Le vaccin se vend mieux que les années précédentes. Il a aussi été livré avec 15 jours d'avance et la consigne est de ne pas traîner. Il faut se faire vacciner maintenant également parce que si par la suite on développe une grippe, on sera sûr que ce ne sera pas une grippe saisonnière. Ce pharmacien veut parler de la grippe H1N1 qui va impliquer de se faire vacciner 2 fois et là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord. Vous vous ferez vacciner contre la grippe H1N1? Ah oui, sûrement, oui. Non. Alors là, c'est clair. Le vaccin saisonnier est gratuit pour les plus de 65 ans et les enfants atteints de troubles respiratoires. Chaque année, la grippe classique provoque en France 2500 à 3000 décès.
Et justement, selon une enquête TNS Sofres, les Français semblent plus enclins à se faire vacciner pour la grippe classique que pour la grippe A. 38% pour la grippe saisonnière et 30% seulement pour le vaccin contre le H1N1. 3 morts par balle en une semaine dans la région de Marseille. Tous étaient connus des services de police, ce qui laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'une vague de règlement de compte entre clans, avec comme enjeu le contrôle du trafic de drogue. Alors est-ce vraiment le cas? Élément de réponse sur place avec Stéphane Despinois et Benoît Jourdan. L'homme était attendu à la sortie de son club de sport. 2, peut-être 3 tireurs ont fait feu lorsqu'il atteignait son véhicule. Il a bien tenté de s'échapper, mais il a été achevé quelques mètres plus loin. Les tueurs ont ensuite disparu en incendiant leur véhicule. Un véritable guet-apens en plein centre de Marseille et au beau milieu de la journée. Le commando était armé notamment d'une arme de guerre, une Kalachnikov. C'est une arme qui peut tirer en rafale, c'est une arme d'un calibre surpuissant qui ne laisse aucune chance d'en réchapper en cas d'impact. Et c'est une arme peu chère. Une Kalachnikov se négociait il y a quelques mois dans les 1000 €. Aujourd'hui, elle vaut tout juste 200, entre 150 et 200 €. C'était hier le 3e assassinat par balle en une semaine à Marseille. Le 27 janvier déjà avait été sanglant. Arrêté au feu rouge à Sainte-Marthe, un véhicule est criblé de balles. 3 jeunes décèdent. Les règlements de compte se succèdent à un rythme soutenu. Au grand banditisme traditionnel s'ajoute désormais la guerre des caïds dans les cités de Marseille, avec en toile de fond le contrôle du marché de la drogue. Ils sont jeunes, entre 18 et 30 ans, et n'hésitent pas à se transformer en tueurs froids pour protéger leur territoire. C'est le propre de la délinquance de banlieue ou de cité. Je suis implanté dans un quartier, dans une cité, j'en suis le maître et je ne veux pas de rival, je ne veux pas d'ennemis. C'est à la fois des affrontements internes, certains membres de la bande qui à un moment peuvent détourner de l'argent, détourner de la marchandise et ça se paye comptant ce genre de pratique, mais c'est aussi des affrontements entre équipes qui peut-être certaines veulent supplanter une autre dans telle cité. Les 3 derniers assassinats n'étaient peut-être pas liés, mais une chose est sûre, à 2 pas du Vieux-Port, les trafiquants éliminent leurs adversaires à l'arme lourde pour un mobile parfois dérisoire. C'est un peu l'envers de la carte postale. Et puis en bref, cette saisie record de drogue à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Les gardes-côtes des douanes ont intercepté 4 tonnes de résine de cannabis à bord d'un voilier, sans plus de précision pour le moment. Selon vous, depuis 1960, les Français consomment-ils moins ou plus? Eh bien la réponse est beaucoup plus, selon le résultat d'une enquête de l'INSEE. Les achats en tout genre d'un Français moyen ont même été multipliés par 3 aujourd'hui. La crise économique et écologique va-t-elle inverser cette tendance? Eh bien, rien n'est moins sûr. 50 ans de consommation des ménages français. Explication, Agnès Molinier. Les années 60. À l'époque, faire la cuisine est un véritable enjeu. La jeune Madame Hoffman a toujours peur de ne pas être à la hauteur. Elle sait aussi que sa belle-mère est très difficile. Alors on gâte sa réaction. Elles sont délicieuses. Aujourd'hui, les femmes ont beaucoup d'autres choses à faire. Bonjour, je vous écoute. Je vais prendre un best-of Big Mac avec frites et Coca Light, s'il vous plaît. Les habitudes ont changé, ce qu'on achète aussi. Nous, comme on est un peu jeunes, on va penser à d'autres choses. Consommation, ça va être les sorties entre jeunes, ça va être restaurant, boutique, le samedi, et voilà. Donc, pour la consommation, c'est ça. Résultat, les dépenses d'alimentation ont chuté. 24,7% du budget de la famille en 1960, 14,4% aujourd'hui, 10 points de moins en 50 ans. Même chose pour l'habillement, 12% du budget à l'époque, contre 5,4% aujourd'hui, moitié moins. Où est-il? Il est là, le téléviseur Radiola. Après la guerre, en 30 ans, on est passé de la rareté à l'opulence. Si vous voulez partager vos coordonnées... On se découvre de nouveaux besoins, oui, bien sûr, tous les jours. Les femmes, les crèmes de beauté, il y a 50 ans, on ne faisait pas attention comme maintenant. Par exemple, ou dans les voitures, dans la technologie, les ordinateurs. Les dépenses technologiques ont augmenté. 1,9% en 1960, 5,9% du budget aujourd'hui, 3 fois plus. On dépense plus également pour l'automobile, 4,3% en 1960, 7,7% de nos jours. L'évolution de la consommation est complètement liée à l'évolution des revenus. Quand la consommation est multipliée par 3, le pouvoir d'achat a aussi été multiplié par 3, voire un peu plus, parce qu'on épargne aussi plus et donc on met du patrimoine de côté. On est bien loin de l'euphorie du début des années 70. Depuis, la consommation des Français augmente moins vite. Elle a même baissé une fois en 1993. Aujourd'hui, elle stagne à nouveau,
elle ne devrait pas plonger, mais la crise est peut-être en train de changer notre mode de vie. Une consommation, comme vous le voyez, diversifiée, mais qui n'empêche pas que les Français choisissent de privilégier certains postes et de faire des efforts sur d'autres, comme l'alimentation. Justement, voici une tendance du moment, le retour de la gamelle au bureau, gamelle ou Tupperware. C'est moins cher, souvent meilleur, mais aussi plus sain. On voit tout cela avec Gian Benzina et Olivier Martinez. L'époque de la gamelle, celle du repas ouvrier des années 70. Pas de cantine à l'usine, un moment convivial. La gamelle, c'est pratique, mais pas toujours très diététique, jugez plutôt. J'ai fait des pâtes à l'aise de beurre. 30 ans plus tard, la gamelle revient avec des menus changés. Tous les matins, Pascal Frola improvise un déjeuner à emporter au travail. C'est mon repas du midi, donc je prépare un sandwich avec du jambon, du fromage, parce que j'aurai pas trop le temps de déjeuner ce midi. Pas le temps et pour cause, depuis 1975, la pause déjeuner des Français est passée d'1h30 à 31 minutes en moyenne. La gamelle sort des usines, s'invite dans les bureaux et même dans les jardins quand il fait beau. Pascal et ses collègues boycottent les plats tout préparés. Quand on est au boulot, c'est agréable de se dire on va se retrouver entre nous et puis de s'installer en disant bah, tiens j'ai envie de manger ça, je vais manger ça. Une tomate, saucisse, maïs, ça revient pas cher dans le commerce. On a quoi peut-être pour 2-3 euros, même pas 2 euros je dirais. Comme elle, 15% des salariés français se préparent leur gamelle. C'est 2% de plus qu'il y a 2 ans, crise oblige. Le prix arrive en première position des motifs et je crois que c'est pas un hasard. Et c'est vrai que quel que soit ce qu'on ramène de la maison, ça sera toujours de toute façon moins cher que ce que je peux avoir à l'extérieur, même dans la restauration dite rapide. La gamelle est même devenue tendance. Ici, sous l'œil d'un chef, on apprend à se préparer un déjeuner à emporter haut de gamme, car manger moins cher ne veut pas dire manger moins bon. C'est important au niveau des ingrédients, des aliments, au niveau de l'équilibre alimentaire. Une petite boîte dont le contenu risque de faire saliver bien des collègues de bureau. Voilà pour ce coup de projecteur sur une tendance française. Eh bien, on va maintenant évoquer ce thème en allant beaucoup plus loin en Inde, car ces gamelles, cette nourriture sur le lieu de travail, est là-bas une tradition. Mais ce n'est pas vous qui l'apportez. Il y a un an, nous vous proposions ce reportage très étonnant sur ces hommes qui livrent chaque jour 400 000 repas aux salariés en Inde. On les appelle les Dabawala. Arnaud Miguet et Dominique Marotel. À Bombay, ils sont connus comme le loup blanc. Ce sont les Dabawala, en français les livreurs de gamelles. Comme Vital, tous les matins à bicyclette, ils arpentent les rues de la capitale économique indienne pour collecter des repas faits maison. Madame Trivedi, comme tant d'autres épouses, prépare amoureusement le déjeuner de son mari, déjà parti au travail, du chapati, le pain indien, du riz et des lentilles. C'est très important de manger de la nourriture faite maison. C'est de meilleure qualité. Il y a moins d'huile et moins de calories, c'est plus sain et énergétique. Ces petits plats enfermés dans les fameuses gamelles, c'est maintenant au tour de Vital, notre Dabawala, de jouer pour que le repas du mari de Madame Trivedi soit livré à 13h pile. Une véritable course contre la montre, car entre-temps, il devra collecter 20 repas et traverser tout Bombay. On est toujours à l'heure, jamais en retard. La devise des Dabawala. Comme Vital, ils sont plus de 5000 à Bombay et livrent tous les jours, sans exception, pas moins de 400 000 repas pour un salaire de 100 € par mois. Direction les quartiers d'affaires, en train, le moyen de transport le plus rapide pour traverser cette mégapole de 16 millions d'habitants. Certains sont livreurs de père en fils, ils portent tous fièrement le topi blanc, la coiffe si chère à Gandhi, et sont tous de la même caste. Gare de Churchgate, la dernière ligne droite, il est midi. Le balai des Dabawala reprend, 80 kilos sur la tête. Il leur faut maintenant trier ces fameuses petites boîtes, et surtout ne pas se tromper. Mon numéro à moi, c'est le 4. M, c'est le nom de la compagnie, et 1 pour le premier étage. C'est comme ça qu'on reconnaît nos plats. Avec leur charrette d'un autre âge, les Dabawala ont toujours autant de succès dans les quartiers d'affaires de Bombay, malgré l'incroyable modernisation du pays et l'arrivée de la restauration rapide.
Les Moumbakars préfèrent, pour 6 € par mois, recevoir un déjeuner livré en temps et en heure. Il y a aussi une dimension religieuse. Hemant Desai est hindou, il veut savoir, pureté oblige, qui a préparé son repas. Moi, je ne mange pas de viande du tout. Les restaurants, je ne leur fais pas confiance. On mélange les plats et les cuillères, le végétarien, le non végétarien. Là, au moins, ça a été préparé pour moi. Vital, lui, aura avalé 80 km en une matinée. Ça y est, ma journée est finie. Je peux enfin me reposer. Et Dabawala, ou le système D à l'indienne. Un chiffre d'affaires qui laisse rêveur. 7 millions d'euros l'année dernière. Le sport avec tout d'abord le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Aujourd'hui avec quelques belles affiches. Saint-Etienne qui sera opposé à Marseille. Lyon à Metz, club de Ligue 2. Bordeaux ira au Mans et le Paris Saint-Germain à Guingamp. A noter également que Lille recevra Rennes. Match à suivre sur France Télévisions bien sûr. Le sport toujours avec des hommes et des femmes qui chaque week-end courent, marchent, font du vélo sans compter. Bien au contraire. À tel point qu'autour d'eux, certains parlent d'addiction. À partir de quand la pratique physique peut-elle devenir une forme de drogue? On voit tout cela avec Aaron Tanzit et Frédéric Basquette. 7 h du matin, à peine levé, il court ou pédale déjà. Mère de famille, retraité, employé, ces amateurs pratiquent le sport à haute dose. Pour moi, c'est une drogue, voyez-vous, le sport, c'est tous les matins. C'est un besoin, c'est une habitude. Je vais continuer. Ouais. Bonne journée. Pas le temps de s'attarder. Madame a un jogging à terminer avant d'aller bosser. Pour Jean-Pierre Tillard, c'est plus grave. 3 fois par semaine, c'est à vélo qu'il part travailler. Bien arrivé? Ouais, impeccable. Impeccable, 30 km, on a mis une petite heure 5, tranquillement. Tapissier de profession, ses baskets ne sont jamais très loin pour aller courir le midi. Et ses vacances, il les passe dans les déserts du Maroc ou de Libye à parcourir des centaines de kilomètres. Bref, Jean-Pierre ne s'arrête jamais. Moi, depuis 2 mois, j'ai fait 2 marathons, un 100 bornes, un 24 heures, un trail de 25 bornes, plus les entraînements, plus l'Ironman dimanche. Les médecins, ils me disent que c'est pas raisonnable. Pour quelle raison est-il devenu accro? La réponse est scientifique. En faisant des efforts intensifs, le cerveau va libérer ces petites morphines, ces endorphines qui vont permettre d'être bien, de ne plus sentir la douleur, le fameux second souffle des marathoniens, et de bien dormir le soir en ne pensant à rien. Retour à l'atelier où cet hiver, Jean-Pierre a pas mal déprimé. La faute à une mauvaise chute dans un triathlon qui l'empêche de courir pendant de longs mois. Il y a la sensation de bien-être après un effort physique dont on a du mal à se passer, parce que le sport c'est ça, c'est pour arriver au plaisir surtout. Même si quelquefois on passe par la souffrance, le plaisir est plus grand, c'est pour ça qu'on y retourne et qu'on en fait encore. Et encore. 4% des sportifs entretiennent cette relation de dépendance à l'effort. L'habitué du jogging dominical, lui, n'a rien à craindre et obtiendra également sa dose de bonheur après 30 minutes à un bon rythme. Alors, tous à vos baskets. Dans quelques minutes sur France 2, juste après ce journal, le retour des contes et nouvelles du 19e siècle. Et ce soir, c'est avec Pierre Arditi, le petit vieux des Batignolles, réalisé par Claude Chabrol, que la nouvelle collection s'ouvre. Dans un instant, on retrouvera Pierre Arditi, mais avant cela, extrait de ce qui vous attend ce soir. Regardez. Pour rétablir la santé, vous avez des tas d'instruments. Et puis moi, pour faire éclater la vérité. Par exemple, les cas. Un seul? Un seul. Ah bon alors, quel instrument? Le pif. Vous oubliez le cerveau quand même. Ah ben ils marchent ensemble. Hein. Ils se parlent, ils examinent, ils disputent du sujet. Ils ont une règle, une devise. Tout doit concorder, la moindre chose doit trouver sa place, sinon... fausse piste. Mais ils s'en disent des choses, votre cerveau et votre nez. D'où l'importance de ne pas s'enrhumer. Hein. Bonsoir Pierre Arditi, merci d'être avec nous à quelques minutes de votre entrée en scène au théâtre Édouard VII dans Sentiment provisoire. Mais on va parler fiction ce soir et c'est donc Claude Chabrol qui a adapté Le Petit Vieux des Batignolles. C'est un polar en quelque sorte et en même temps une comédie. Oui, Gaboriau, c'est le père du roman policier populaire français. C'est l'ancêtre de Maigret, de Maurice Leblanc, de Gaston Leroux. Donc
C'est à la fois effectivement de la comédie, en même temps il y a une vraie intrigue policière, mais une intrigue policière du 19e siècle, avec ce qu'elle peut comporter de folklore. Pour nous, c'est un Méchinet, c'est un policier, c'est un Maigret facétieux, et c'est un policier, c'est un Maigret à transformation. À l'époque, il se déguise pour emprunter d'autres identités pour arriver à ses fins et pour résoudre les énigmes en question. Oui. Une sorte d'ancêtre de Sherlock Holmes, quoi. C'est une sorte d'ancêtre de Sherlock Holmes, a fortiori d'ailleurs dans le petit extrait que vous avez vu, il y a un jeune homme qui est un jeune étudiant en médecine et qui a sans doute inspiré Conan Doyle pour le personnage du docteur Watson. Voilà, c'est un couple avec un vrai flic et quelqu'un qui suit la vie de ce flic et qui est fasciné par lui et qui apprend en même temps ce que c'est que de dénouer une intrigue policière. En tout cas, apparemment, vous aimez toujours autant ces adaptations, ces textes et la fiction à la télévision. Vous aimez ça aussi et depuis quelque temps déjà? Bon, ça fait très longtemps, hein, j'en fais depuis toujours. Moi, je n'ai jamais eu cette espèce de racisme stupide que pouvaient avoir un certain nombre de mes collègues entre la télévision et le cinéma. Moi, je crois qu'on fait toujours des films. Alors après, ils sont bons, ils sont pas bons, mais je préfère un bon film de télévision qu'un mauvais film de cinéma. Et puis enfin là, en l'occurrence, il y a un maître d'œuvre qui est un maître du cinéma et qui est aussi un maître de la télévision, qui s'appelle Claude Chabrol, et qui s'amuse avec le matériau que vous allez voir ce soir d'une manière absolument extraordinaire. Il est lui aussi, au moins aussi facétieux que les personnages que nous incarnons. Et je pense que les gens prendront beaucoup de plaisir. À la fois, ils suivront une intrigue étrange qui ne ressemble pas à celle qu'on peut voir souvent sur les chaînes. C'est une intrigue d'un autre temps et en même temps il y a tout un folklore autour des costumes et une manière de vivre qui nous ressemble et qui pourtant d'une autre époque. Merci beaucoup Pierre Arditi et bonne soirée à vous sur scène. Merci à vous. Et puis on vous retrouve sur France 2 donc dans quelques minutes avec le retour de cette collection qui avait connu un grand succès déjà la saison dernière. Avant de fermer le journal, je vous rappelle l'une des informations de ce vendredi. C'est la déclaration commune française, américaine et britannique à l'égard de l'Iran aujourd'hui en marge du sommet du G20. Les Occidentaux qui accusent la République islamique de construire un site secret d'enrichissement d'uranium. D'une même voix, les trois pays menacent de sanctions, mais ce soir le président Ahmadinejad dément tout secret sur le programme nucléaire iranien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, 20h35, les contes et nouvelles, donc du 19e siècle. Je vous donne rendez-vous demain pour 13h l'information et dès 13h15 pour le magazine. Passez une très belle soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.